Tu peux trouver des centaines de vidéos sur la vie nomade. Des gens qui vont te montrer leur van, leur équipement, leur fonctionnement, leur organisation, voire même leur budget. Et vraiment, ça c'est utile. Merci à eux. Mais il y a un truc qu'on oublie souvent, c'est de voir tout l'ensemble du projet, la lecture globale du système, de voir tout ça, comment ça s'articule et comment ça fonctionne. Et c'est exactement là où se situe mon travail. Eh bien salut tout le monde, moi je suis Diane, éclaireuse nomade. C'est à bord de Gary, juste derrière moi, que je parcours les routes d'Europe en famille avec mes enfants depuis 2019. Avant ça, de longs voyages pendant plusieurs mois en Europe et avant ça, un tour du monde. Aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi être accompagné par une CESF, mon métier, ça change tout dans un projet nomade. Alors déjà, CESF, qu'est-ce que ça veut dire? Conseillère en économie sociale et familiale. Ça veut dire que chez moi, il n'y aura pas que du témoignage. Il y en aura, mais pas que. Je n'ai pas juste de faire des retours d'expérience, que ce soit les miens ou ceux des personnes que j'accompagne. Moi, je fais de l'analyse de transition de vie. Parce qu'il y a deux choses que j'ai. 10 ans de vie nomade derrière moi et mon diplôme de conseillère en économie sociale et familiale. Alors la CESF, c'est un programme en 3 ans. C'est un diplôme post-bac reconnu d'État dans la filière sociale. Et c'est pour analyser tout ce qui est transition de vie, système de mécanique familiale un peu complexe. Ça peut toucher au budget, à l'habitat, à la santé, aux droits sociaux, aux dynamiques familiales, aux projets de vie, à tout ce qui implique un changement, quel qu'il soit. Donc ça n'a rien à voir avec du coaching, ça n'a rien à voir avec du développement personnel, c'est une méthodologie professionnelle basée sur la lecture de système, la lecture basée sur une grille de lecture d'un fonctionnement interne. Alors bien sûr, il y a un côté mindset dans la vie nomade qu'il faut avoir, qu'on peut mettre dans le côté coaching, et le côté développement personnel, peut-être avec la résilience, peut-être avec changer son regard sur comment on fonctionnait avant et comment la vie nomade nous change. Mais de manière générale, c'est quand même énormément analyser une situation de vie et permettre un changement, une transition vers autre chose. Et c'est la vie nomade, c'est exactement ça. Une situation pas forcément complexe, mais en tout cas qui demande d'avoir un regard neuf et un fonctionnement tout neuf. Alors qu'est-ce que ça change concrètement? Concrètement, moi quand je regarde un projet, je vais regarder tout l'ensemble, pas une chose après les autres. Je regarde tout ce qui passe dans sa globalité. Et je pars toujours de la réalité, de ta réalité, pas d'un modèle tout fait, pas de ce que monsieur machin chose dit, pas de Tartampion comment il a fait, de comment toi tu vis la situation, de où tu en es dans ta réflexion personnelle, dans tes limites, dans tes croyances, dans tes peurs, dans tes ressources. Et à partir de là, on peut construire un projet vraiment adapté à ce qui te manque et aussi ce que tu as déjà. Je vais partir un exemple très simple quand on parle budget. En général, les gens ils vont te parler un peu comme en vacances, le carburant, les visites, la nourriture, les assurances. Mais ils ne vont pas regarder tout ce qu'il y a derrière, lié à l'argent. Donc en général, il y a un peu des fois les peurs, mais c'est surtout les revenus. Est-ce qu'ils vont être stables? Est-ce qu'ils vont être variables? Comment ils s'articulent? D'où vient ta façon de vivre? Comment tu vas gagner de l'argent en étant sur la route? Est-ce qu'il y a une baisse qui est prévue dans 6 mois, 12 mois? Et surtout, qu'est-ce qui se passe quand il y a le budget qui a un imprévu, une grosse panne technique, un des deux qui est malade, un problème qui te dit putain là le budget que j'avais prévu il va pas tenir, ou le budget que j'ai fait voilà comment je l'ai fait, j'ai zappé ci, j'ai zappé ça. C'est pas du tout la même chose de faire de la gestion budgétaire que de faire de la prévention budgétaire. C'est pas le même exercice, ça part pas du même endroit et ça demande d'autres compétences. C'est pas lié à l'intuition, c'est pas lié à moi voilà comment je fonctionne et voilà moi ce que je te dis de faire avec ton argent. J'en parle toujours de toi, aussi de ta façon de vivre, de ce que tu estimes devoir avoir pour vivre. On n'est pas tous identiques par rapport à ça.
de tout ce que tu vas aussi devoir déconstruire ou construire autrement pour pouvoir avoir un regard différent sur l'argent, sur le budget et peut-être toutes les peurs et les croyances qui s'y accompagnent. Il y a aussi un effet, c'est que moi je vois aussi beaucoup les choses que les autres ne voient pas. Alors deux raisons à ça. Mon métier, hein, j'ai quand même été formée à ça, mais aussi ce qu'on appelle l'effet Cassandre. Il y a des personnes comme ça qui ont la capacité de voir un système dans toute sa globalité et te dire ah là, à cet endroit-là, précisément là, ça va coincer. C'est assez compliqué des fois à expliquer, mais ça s'avère en général assez vrai. C'est vraiment une lecture de l'ensemble, d'un système, d'un fonctionnement où on voit les mécaniques, les rouages, voilà, comme si on donnait ça à bouffer à un ordinateur et qu'il sortait des probabilités pour te dire ah ben là, il y a X% de chances que ça arrive. Eh ben c'est un peu la même technique. C'est la façon de voir un système. Moi je le dis, j'étais formée à ça, j'ai travaillé là-dedans la vie nomade, c'est exactement un système. En plus, en beaucoup plus restreint, beaucoup plus les uns sur les autres. Par exemple, un couple qui part et qui n'a pas forcément la même vision du départ et qui ne le sait pas encore. Il ne le sait pas encore parce qu'il ne s'est pas posé les bonnes questions, parce que les questions qui dérangent ne sont rarement pas posées dans les groupes, ne sont pas dites, on ne montre pas beaucoup l'envers du décor de la vie nomade. C'est pour ça que moi, je le fais régulièrement. Et c'est pour ça aussi qu'il y a autant de questions qui sont souvent sans réponse ou alors très très édulcorées. Un truc que je vois tout le temps passer et moi qui me questionne énormément, c'est ces personnes qui se lancent dans la vie nomade en se disant oh, c'est mon rêve, toute ma vie j'ai rêvé de ça, là enfin on va accéder à notre rêve parce qu'ils achètent un camping-car ou un autre véhicule sans jamais avoir testé ce mode de vie-là. À quel moment tu te dis c'est mon rêve, je sais que c'est ça qui me convient, si tu n'as même pas testé de vivre à 3, 4, 2 dans un bazar comme ça où allez, 10 mètres carrés t'es large. C'est un non-sens. En fait c'est ça, c'est que à quel moment ta projection elle se base sur du concret, sur de la réalité, sur ce que tu as vécu et sur des témoignages de gens qui une fois de plus disent rarement la vérité. Les réseaux sociaux te donnent une version ultra édulcorée parce que c'est ce qui marche. On réagit à l'émotionnel, on réagit à oh t'as trop de chance, ah c'est trop beau. On va pas réagir à putain je me suis frité avec mon mec, putain j'en peux plus de mes gamins là-dedans à 4 ils se foutent sur la tronche, on s'entend pas, je peux pas travailler, putain ça fait 4 jours qu'il pleut, et putain encore un problème technique, mon frigo qui démarre plus, et je suis entourée que de connards, il y a un mort de monde, ou le pays où je suis bah, c'est pas super agréable. Bref, tous les trucs qu'on ne montre pas, mais qui sont là et qui existent. Et ça, si tu n'es pas prêt à ça, ça va être compliqué. Il y a aussi un truc que je vois aussi beaucoup, c'est tout le côté administratif. Les gens se posent la question de l'administratif souvent à la fin. Et ça se prépare, hein, que ce soit la Sécu, la CAF, la fiscalité, la domiciliation, le côté si tu es auto-entrepreneur. Ouais, il y a plein de choses qui existent, mais encore faut-il les savoir. Et quand il y a l'instruction en famille, c'est encore pire. Parce que des enfants qui sont embarqués dans un projet à qui on ne donne pas assez la parole, parce qu'on ne les a pas assez écoutés, ou parce que tout simplement on pense qu'ils vont forcément s'adapter, ça va être compliqué. Il y a très peu d'enfants qui prennent la parole sur la vie nomade. Et normal, parce que les réseaux, c'est pas fait pour les enfants, normalement. Moi, mes enfants, la chaîne Blabla Nomade, la chaîne que tu regardes en ce moment, à la base, c'est leur chaîne. Moi, je me suis greffée après. Mais mes enfants, ils sont ados et ils parlent donc de leur quotidien ado en étant nomades et ils reviennent régulièrement sur des souvenirs d'enfance, sur ce que ça leur a fait de voyager comme ça depuis si longtemps. On a acheté Gary en 2016, donc Anaka il avait 6 ans, Iris elle avait 8 ans. Les tours du monde, ils avaient 4 et 6 ans. Donc ils n'ont pas forcément beaucoup de souvenirs, mais on raconte, on montre les photos, voilà, ça débloque des choses, donc ils peuvent en parler. Donc moi je suis vachement aussi pour qu'on puisse plus donner la parole aux enfants, qu'est-ce qu'eux ils attendent, comment ils voient le truc, et surtout par rapport à l'instruction en famille. Moi je le dis ultra souvent, je fais l'instruction en famille depuis 2007, Iris n'a jamais été à l'école. Depuis qu'elle est née, voilà, Anaka pareil. Donc l'instruction en famille faisait partie déjà de mon quotidien avant de devenir nomade, et vivre H24 ou pas loin avec mes enfants était mon quotidien, était ma norme. Donc ça n'a pas été une révolution dans ce sens-là. Parce que oui, c'est une révolution quand tu passes d'une grande maison ou d'un appartement ou même d'une petite maison, mais où les enfants vont à l'école, où toi tu as ton taf, où chacun se retrouve que quelques heures par jour parce que le rythme scolaire oblige.
à vivre H24 l'un sur l'autre. Et ça, cette projection-là, ça conditionne vraiment la réalité et la solidité du projet. Et du coup, consultez vos enfants, parlez avec eux de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils ne veulent pas, de ce qu'ils s'imaginent, parce que c'est ce qu'ils voient, c'est ce qu'on leur a raconté. Et le côté aussi ultra scolaire, demandez-leur eux comment ils veulent apprendre. Il y a 1001 façons d'apprendre. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet. Je vous encourage, tous les parents qui veulent faire l'instruction en famille, à aller d'abord vous renseigner auprès de personnes qui voyagent et qui font l'instruction en famille, de comment ça peut se passer, parce que tout est possible. Une autre dimension dont je parle beaucoup, c'est le côté humain et mindset. Parce que sur les réseaux, il y a tout ce que tu ne vois pas, tout ce que tu ne veux pas voir, parce que ce n'est pas glamour, parce que ce n'est pas sexy, parce que ce n'est pas bankable, parce que c'est pas vendeur. Les gens, ils vont te vendre du rêve, ils vont te vendre de l'émotion, ils vont te vendre un truc pour te faire waouh, c'est génial, pour te faire rêver. Mais la réalité, elle est tout autre. Qu'est-ce que tu fais de tes croyances limitantes? Qu'est-ce que tu fais de tes peurs? Qu'est-ce que tu fais de tes peurs sur le travail, sur la sécurité? Et la sécurité, il y a à boire et à manger sur le sujet. Entre guillemets, les boomers, la vraie génération boomer, hein, donc pas le boomer négatif des vieux réacs, mais la génération boomer à la retraite aujourd'hui, qui elle a pas les mêmes problématiques que les gens actifs, par exemple, que moi j'accompagne beaucoup plus, qui eux vont dans les campings, vont dans des airs, parce que eux la sécurité est ultra importante, l'autonomie c'est pas forcément ce qu'ils recherchent, parce qu'ils veulent être branchés sur du 220 en permanence, bref, là-dessus on n'a pas tous les mêmes critères, et à l'inverse tu vas avoir entre guillemets encore, je ne catégorise personne, les punks à chiens en camtar qui se réunissent en grands nomades, il y en a aussi, mais entre les deux il y a un monde de façon de vivre sa vie nomade, et il y a une façon très différente d'entamer son processus de réflexion par rapport à qu'est-ce que va être mon confort, qu'est-ce que va être ma sécurité. Donc à partir de là, il faut bien se poser des questions, il faut bien faire un peu d'introspection, toutes les questions qu'on ne se pose pas, tous les non-dits dans un couple, et je peux vous dire qu'il y en a toujours à partir du moment où moi la parole va commencer à se libérer, et ça aussi c'est un métier, c'est un travail de ressentir pour le coup les choses que l'un ne dit pas, ou le petit malaise qu'il y a, ou le petit ralenti, ou la petite intonation, ou le mot dit, mais voilà, bref, les non-dits dans un couple, dans une famille, dans le système qui va partir, ça s'accompagne vraiment. La personne qui a porté le projet, sur qui elle, c'est vraiment son rêve, et les autres sont là un peu plus à suivre, ou celle, parce que c'est son habitude, de tout gérer. Mais que fait l'autre pendant ce temps-là? Qu'est-ce qu'elle connaît? Quelle est sa part? Quelle est la part de chacun? Quelle est la place de chacun? Et ça, je le vois trop souvent. Quelqu'un qui a un camping-car, hein, ou un couple qui a un camping-car, et l'un des deux ne connaît absolument pas le fonctionnement du camping-car. C'est très con. Ou qui ne l'a jamais conduit. Je faisais partie de ces gens-là. Quand on avait Gary avec Mathias, on partait tout le temps ensemble, donc il conduisait tout le temps Gary. Il déteste être conduit, que ce soit dans un camping-car, dans une autre. Il n'y a que sa mère qui a le droit de l'emmener quelque part. Voilà, sa mécanique elle est ainsi, mais il a bien fallu que j'apprenne moi à conduire Gary. Et je peux vous dire qu'au départ, je faisais pas la fière, sauf que moi, tout ce qui est géospatial est un peu compliqué. Mais j'ai quand même fini par aller en Irlande, rouler à gauche, faire de demi-tour dans des endroits pas possibles, avec des falaises comme ça d'un côté, avec le mur de l'autre, à prendre des routes de montagne, ou oh, putain, mais je me dis quelques années en arrière, ça aurait été compliqué. Voilà, et pour le coup on s'était bien engueulé avec Mathias, parce que c'était vraiment, je me dis putain, mais s'il était arrivé à un problème où il était dans la capacité de conduire, pour exemple on était malade, on aurait été bien dans la merde par exemple, parce que cet apprentissage il pas fait du jour au lendemain. Bref, là vraiment tout ce qui était donc côté humain, mindset, résilience, et ça je le sais, je sais accompagner les gens, pas parce que je suis comme ça, c'est ma formation, c'est mon travail de base, j'ai été formée à ça. Et tout le travail que je faisais quand j'étais CESF, c'était ça, analyser des dynamiques familiales, voir la détection des déséquilibres dans un projet, dans une systémie, apprendre à faire de la médiation quand il y a des positions qui divergent, quand on n'est pas d'accord pour une chose et l'autre. Et ça commence en général très connement, très basiquement, le choix du camping-car. Parce que les gens n'ont pas réfléchi en amont à ce dont ils avaient besoin, parce qu'ils ne savent pas forcément ce dont ils ont besoin, et ils ne savent pas forcément ce qui est possible ou pas. Alors,
On peut aller visiter des camping-cars et j'encourage tous les gens à faire ça. On peut aller dans des concessions. Mais au final, n'écoutez que vous partez vraiment sur ce qui vous, pas vous appelle. Hein, pas ah là là, j'ai un coup de cœur. Non, il n'y a rien de pire d'acheter un truc sur un coup de cœur, surtout sur un camping-car. Camping-car, c'est une maison qui doit être fonctionnelle, adaptée à des besoins réels. Pas au côté, ah il était trop beau, ah il était trop en train, ah mes potes ils ont ça. Ouais, mais tes potes ils ont peut-être pas de gosses, ils ont peut-être pas un chien, ils ont peut-être pas besoin de bosser dedans, peut-être que l'autonomie ils en ont rien à faire. Bref, là c'est vraiment pour moi du bon sens, mais ça part simplement du fait de se faire accompagner pour pouvoir libérer la parole, pouvoir travailler autrement que sur des simples ressentis. Parce que un projet nomade, c'est de la vraie organisation, ça c'est sûr. C'est de la logistique pure tous les jours. Alors c'est très con, petit exemple. Pour tourner cette vidéo, vous n'imaginez pas le bordel que c'est. Il me faut déjà le pied sur lequel est branché mon téléphone, donc il faut qu'il soit bien rangé dans le garage pour que je puisse accéder super facilement. Voilà, je suis dehors, donc j'ai dû installer la table. Il y a un mort de soleil, j'ai dû installer le haut-vent. Parce qu'il y a une autre table de pique-nique juste derrière, mais qui est en plein soleil, qui faisait chauffer mon téléphone. Et je pourrais vous en sortir comme ça, des trucs. Parce que quand tu dois aller bouffer dehors, c'est pareil. Quand tu dois aller remplir l'eau, c'est pareil. Quand tu dois aller faire des courses, c'est pareil. C'est une logistique de tous les jours. Sauf, bien sûr, si tu ne bouges pas. Si tu restes X semaines au même endroit, bien posé, pépère, dans un camping-car, ouais, là, c'est beaucoup plus soft, c'est beaucoup plus cool. Donc, c'est une organisation, c'est une vraie transformation interne, personnelle, et aussi de toutes les personnes qui ont à l'intérieur. C'est vraiment tous les équilibres familiaux qui sont remis en cause, qui sont à revoir, à retravailler. On ne vit pas de la même façon dans une vie nomade que dans une vie sédentaire, où chacun a ses activités, où chacun a son espace, où chacun a ses loisirs. Et ça, si tu n'anticipes pas tout ce côté-là, tu vas le subir, tu ne vas pas le choisir. Et surtout, si tu es biberonné aux documentaires sur les camping-cars qu'on voit partout, sur la vie nomade, sur la van life. Pour moi, il n'y a rien de pire. Moi, je vis ça et quand je les vois, ça m'énerve. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ces moments magiques. J'en parle aussi très souvent. Va voir mon Insta, va voir mes photos Facebook, tu vas voir, j'ai quand même une vie plutôt royale. Mais derrière, je n'hésite pas à te montrer l'envers du décor. D'ailleurs, j'ai une ligne éditoriale tous les jeudis, c'est l'envers du décor si ça t'intéresse. Bref, il s'agit d'apprendre à vivre dans de nouvelles conditions. Et des conditions que si tu n'as pas testé avant, tu ne connais pas. Et quand je dis tester, on est bien d'accord, c'est pas un week-end par-ci par-là, et même 3 semaines en été, en bord de mer, en Bretagne, à la campagne, où tu veux, c'est pas la même chose que plusieurs mois d'affilée, dans un cadre pas toujours cool, parce que quand tu vis plusieurs mois, voilà, si tu bouges beaucoup, tu vas forcément te taper des trucs pas top, pas cool, dans des pays étrangers. Donc c'est vraiment apprendre à vivre dans de nouvelles conditions. Je le dis et le répète, on a déjà parlé tout à l'heure, parce que c'est important, avec des enfants H24, quand on n'a jamais vécu ça, c'est compliqué. En couple, c'est compliqué. Il n'y a pas la possibilité de s'isoler dans une maison. Quand l'un pète un câble ou a envie de calme, t'as dehors ou dans la salle de bain. Voilà. Je parle aussi beaucoup de l'intimité, j'en ai déjà parlé. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut voir. Donc il faut vraiment tout réinventer, l'équilibre de vie personnelle, la vie professionnelle. Parce que même si tu es déjà freelance, que tu travailles de chez toi, ou que tu es en télétravail, ouais, chez toi tu as un bureau, tu as un espace clos, même si tes enfants sont en instruction de vie, ils ont leur chambre, il y a toute une autre façon de voir. Moi je travaille, Iris elle est à côté de moi, vous la voyez pas, mais elle est à côté de moi. Anaka il est avec Mathias, donc je l'ai pas. Mais voilà, ils sont là. Ils sont là, les gens autour de toi sont là. Et moi, la CESF, il y a une grosse partie, c'est l'habitat, la formation à l'organisation du lieu de vie et à l'habitat. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi avec les personnes handicapées. Donc, on dit, oui, handicapé, c'est bien particulier. Oui, je ne vais pas te dire quelle étagère acheter ou quelle largeur de porte ou ton plan de travail ou comment penser la logistique interne de ton camping-car. Mais je vais pouvoir quand même analyser ta configuration interne et penser pour tout le monde, pour toutes les situations de vie que je dis une fois de plus, tu ne connais pas. Si tu n'as pas expérimenté ça, ou très peu expérimenté et pas en conditions réelles, ce que tu projettes, justement, n'est pas
réel. Je vois un truc, c'est très très con, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus aussi, c'est le matériel qu'on amène. J'ai fait moi sur simplement la cuisine. Les gens ils ne se rendent pas compte à quel point tu peux pas emmener beaucoup. Et en même temps, si tu optimises vachement l'espace, comment tu peux en emmener beaucoup. Et ça s'apprend vraiment aussi au fur et à mesure. Et on ne se rend pas compte aussi de tout ce qu'on veut emmener qui est complètement inutile. Donc ça aussi, j'interviens énormément là-dessus, sur le désencombrement. Mais souvent, il est beaucoup plus mental que matériel. Mais ça, une fois de plus, ça se travaille. Ça ne se fait pas comme ça, tout seul, du jour au lendemain. Ça travaille aussi sur l'appartenance qu'on a aux objets, sur comment l'identité qu'on a par rapport à ce qu'on possède. Parce que la vie sédentaire, c'est comme ça, c'est posséder un lieu de vie, qu'on soit propriétaire ou non, on a un lieu de vie bien à soi. Là, tu as juste un véhicule bien à toi, et en plus, qui est petit. Donc, le rapport à l'habitat, le rapport à ton environnement, il devient tout autre. Et c'est pour ça que le choix du camping-car, il se réfléchit vachement en amont. Vous trouverez en lien les vidéos où je parlais de pourquoi moi j'ai choisi Gary et comment Mathias a choisi Bernie et quelle était notre réflexion derrière. Je ne peux pas parler pour les autres comment ils choisissent leur véhicule, même si je le sais en général quand on discute, mais en tout cas les questions à se poser quand tu vas choisir un véhicule. L'idée d'une capucine, beaucoup trouvent que c'est has-been, mais dans leur configuration à eux, oui, ça peut être pas nécessaire. Mais même si c'est has-been, mais dans ta configuration personnelle, c'est ce qu'il y a de mieux, qu'est-ce que tu en as à foutre qu'on te dise que c'est has-been? Si pour toi, c'est ce qui correspond le mieux. C'est aussi simple que ça. N'écoute pas ce que les gens prétendent te dire être le mieux pour toi. Pars une fois de plus de ce qui est le mieux pour toi. Et ça en vient du coup, pourquoi justement les projets se fragilisent, pourquoi ça, dans le pire des cas, au bout de 6 mois, allez, 4 mois à 6 mois, c'est retour au bercail avec grosse déception, ou beaucoup d'engueulades, beaucoup de temps de perdu, beaucoup d'énergie perdue, beaucoup d'argent perdu avant de trouver enfin un fonctionnement qui roule. Moi j'ai déjà vu des gens acheter un véhicule et le revendre 2 mois plus tard. Des gens partir en camping-car finalement préférer une caravane. Ceux qui prennent un camion pour le côté hyper discret machin et qui finalement se disent putain mais c'est juste invivable, je tiens pas debout là-dedans. Voilà. Et pareil, hein, les enfants qui finalement sont pas du tout épanouis parce que pas préparés, parce que les copains manquent. Bref, il y a plein de projets qui se cassent la figure et ça on n'en parle pas beaucoup. Moi j'ai du mal à voir, c'est parce que je cherche, parce que c'est mon quotidien. Voilà, parce qu'en général, quand même sur les groupes, il y a des configurations qu'on voit et que moi j'essaie d'être en contact avec les gens. Donc voilà, comme moi c'est mon métier, les gens ils se sentent un petit peu plus libres de parler des difficultés qu'ils ont pu rentrer, parce que c'est pas le but de le juger, c'est pas le but de dire ah t'as échoué, t'es nul, bah, c'est trop facile la vie nomade, comment t'as fait pour te planter. J'ai eu cette réflexion là, ah qu'est-ce que tu fous toi, mais la vie nomade c'est super facile. Ben, pour toi tant mieux. Alors le pire c'est que pour moi la vie nomade easy, mais dans mon fonctionnement de base, c'est comme ça. Moi, j'étais ultra structurée, ultra organisée, ultra logistique, ultra voilà. Ou peut-être que ma formation m'a permis que la vie nomade devienne hyper facile, ou le soit même dès le départ. On ne le saura jamais. Mais en tout cas, je sais que c'est une réalité. Ce n'est pas aussi simple que les gens veulent bien le montrer. Comme dans tout, on va dire que demain d'être freelance, c'est super facile. Travailler 2 heures par jour et être pété de thunes, c'est super facile. Ouais, à un bon moment, mettons de la lucidité là-dedans. Donc les projets, souvent ils s'étiolent, ils s'effritent parce qu'ils ont été pensés séparément, justement. On va d'abord penser au véhicule, penser à l'enfant, penser au travail, alors qu'une fois de plus, pour moi, tout part du véhicule et de comment on va vivre dans ce véhicule, de comment on va vivre ce quotidien-là. Parce que le budget dépend aussi du véhicule et du pan du travail qu'on va faire. La dynamique familiale dépend du temps qu'on a accordé aux activités. Donc les ressources en font partie, le temps de travail, l'âge des enfants en fait partie. Un départ sans projection d'ici à 6 mois, 12 mois, le temps aussi nécessaire qu'on se dit avant de trouver nos propres repères. C'est pas en 15 jours que tu vas faire propres repères, ni même des fois en 3 mois. Et en fonction du pays que tu vas faire, ça va être aussi très différent. Donc il y a toutes ces projections-là qui sont très compliquées pour te dire ouais là j'ai réussi, là je me suis plantée. C'est
la frontière elle est ultra floue et il y a énormément de choses à déconstruire. Et un truc aussi dont peu de personnes parlent, quelques-uns dans les groupes solo, on en parle, c'est l'isolement. Ouais, tout le monde pense que quand on est nomade, on est super libre, c'est une vie rêvée, on rencontre plein de gens. Et bah ouais, mais ça dépend déjà de qui tu es au départ, de comment ta relation aux autres se passe. Mais il y a aussi les pays dans lesquels tu ne vas pas forcément retrouver les mêmes codes. Mais l'isolement, il peut être aussi réel parce que tu perds tout que tu avais avant. Et ça, la perte, j'ai fait quelques vidéos, des très courtes, ce qu'on appelle les leçons nomades, c'est le lundi, sur les regrets que tu peux avoir. Et c'est pas un problème de manque de motivation, de manque de volonté ou d'un manque d'adaptation, non, mais c'est que ce que ça avait construit avant, tu l'as plus. Donc il y a une cassure vraiment avec ce relationnel-là. Alors certains arrivent à le retrouver sur la route, mais d'autres en souffrent. Voilà, ceux qui sont partis en couple et qui a eu séparation. Moi, c'est mon cas. J'aurais pu ne plus devenir nomade, ou Mathias lui aussi est devenu nomade. Et on voyage en plus de temps en temps en parallèle, ce qui fait que pour les enfants, il y a moins aussi de coupures par rapport à ça. Mais les changements familiaux, justement, par rapport à quand on est nomade en couple et quand on ne l'est plus ensuite, qu'est-ce que ça fait? Ceux qui ne veulent pas voyager tout seuls, ça je le vois très souvent passer, il y en a plein, ils recherchent des compagnons de route, pas pour voyager dans le même camping-car, mais simplement aussi comme ça en côte à côte. Donc ça veut bien dire que quand même, c'est pas aussi anodin que ça. L'isolement et ce fait de se retrouver tout seul à tout gérer, la charge mentale qu'on peut avoir, la charge logistique, savoir où faire des courses, où remplir l'eau, où remplir le gaz, s'il y a un problème. Moi c'est simple, hein, quand je suis en problème de galère mécanique, en général si j'arrive pas à me démerder, j'appelle Mathias parce qu'il est bon en mécanique déjà, donc il va pouvoir un peu m'aiguiller, j'appelle mon mécano et j'ai des personnes ressources sur qui je peux m'appuyer quoi. Et après je suis assez débrouillarde et je me démerde facilement. Mais j'ai pas besoin vraiment des gens là, toi. Je suis toute seule là dans la nature, là le bruit qu'on entend c'est parce qu'il y a un barrage juste derrière. À 3 km de là, il y a une super aire de camping-car avec une petite guinguette. En plus, les espaces ils sont bien délimités. L'art est gratuite, hein. Il y a l'eau, il y a même des toilettes et tout. Mais moi, c'est pas mon kiff ça. Alors que là, j'aurais pu si j'avais besoin voilà, d'être avec d'autres gens et tout. Parce qu'en plus, il y a pas mal de monde sur l'air. Mais ça m'intéresse pas. C'est pas mon besoin. Mais pour certains, c'est ce besoin-là. Et des aires où il y a du monde, il n'y en a pas tout le temps. Et surtout la période où tu voyages. Bref, il y a aussi pas mal de travail moi, que je fais par rapport à la prévention. Donc de ce lien social, de comment on maintient ça. Comment on apprend aussi à se suffire à soi-même. Donc là, on peut peut-être dire qu'il y a un peu de développement personnel, d'être sa propre ressource, de trouver son propre bonheur tout seul, sans dépendre d'une aide extérieure. Donc là, il y a mon parcours de vie, forcément, mais il y a surtout toutes mes compétences métiers de CESF. Et ça, je crois que c'est aussi un des sujets les plus sous-estimés, les plus tabous, en fait, dans les projets nomades. Et moi, je t'ai remarqué, je casse un peu tout ce qui est le côté non-dit, tabou, voilà. Ceux qui me connaissent sur LinkedIn, ma tagline, donc la mini bio que je peux avoir, c'est sans bullshit ni fantasme, ou sans paillettes, je sais plus. En tout cas, parle de fantasme, de paillettes, machin, à toi la licorne, c'est pas pour moi quoi. Donc concrètement, parce que cette vidéo commence à être longue, concrètement, qu'est-ce que je fais dans mon travail? Donc je prends ton projet, je pense que tu l'as compris, et je le regarde dans toute sa globalité. Et de là, je vais pouvoir repérer ce qui ne tient pas encore. Ce qui est complètement à l'ouest, et me dis pas qu'il n'y en aura pas, il y en a toujours. Le temps de préparation, par exemple, des fois, ouais, allez, dans 3 mois, c'est bon, dans 6 mois, ouais, non, mais une fois de plus, machin, truc, l'a fait. C'est pas parce que lui, moi, j'ai organisé un tour du monde en 3 mois. La plupart des gens, ils mettent un mois, ils mettent un an. Voilà, mais parce qu'on n'avait pas les mêmes besoins, on partait pas des mêmes choses, voilà, donc repérer les endroits qui ne tiennent pas, ce qui est bancal, ce qui au contraire est hyper bien structuré, hyper bien pensé. En général, là c'est là où il y a le plus de peur, étonnamment. Là où on sait qu'on n'est pas, qu'on n'a pas trop la confiance, là en général on prépare à mort le truc, mais souvent au détriment des autres. Donc moi j'ai regardé ton véhicule, s'il correspond à ce que tu veux, même si tes projections de véhicule, quand on m'appelle avant même d'avoir acheté le camping-car ou le véhicule en question, moi je préfère. C'est pas que je préfère, c'est qu'en général, on part d'une base complètement vierge et on peut vraiment travailler sur un truc stable. Parce que rien de pire que de se dire putain, le truc que j'ai, ça va pas le faire. Ou ça va être plus compliqué que ce que j'avais anticipé.
Le budget, grosse partie sur le budget et grosse partie sur notre rapport à l'argent. Et ça pareil, c'est pas moi ce que je te dis, voilà ce que c'est que l'argent. On parle de tes mécanismes à l'argent. Et en France, l'argent, le budget, le combien on gagne est ultra tabou. Donc ça, il y a énormément de choses à faire. La répartition des rôles, ça j'en parle énormément. Qui va faire quoi? Est-ce que c'est au départ qui s'occupe de telle chose et je ne parle que de la vie nomade là, hein, je ne parle pas de la préparation avant la vie nomade, hein, parce que quand on a un logement à vider, voilà, quand c'est comme un déménagement, c'est un gros truc quoi le déménagement. En général, il y a 3 trucs qui sont cause de stress, les 3 grands trucs les plus cause de stress chez les Français. 1, c'est la mort du conjoint, 2, c'est le licenciement, 3, c'est le déménagement. Donc imagine le passage à la vie nomade. Bref, je travaille beaucoup aussi avec les enfants, et quel que soit leur âge, même un petit de 3 ans, dès qu'il sait parler, dès qu'il va avoir un truc très con, un enfant a besoin d'être rassuré. Donc s'il veut prendre son doudou là, plus qu'un autre, et que les non mais non, et t'en as déjà... On s'en fout. On le laisse prendre son doudou, c'est pas ça qui va alourdir le camping-car. Ou pourquoi tel choix de véhicule est plus adapté à l'âge d'un enfant, ou pourquoi il n'a pas envie. Nous, on est parti. Moi, quand j'étais prête à partir, Anaka n'était pas. Anaka, c'était mon fils. Il avait peur de laisser sa grand-mère toute seule, qu'on la verrait moins. Alors que je crois qu'on la voit pas plus qu'avant, mais en tout cas, on la voit très souvent. Dès qu'on rentre en France, en tout cas, on va la voir. Et il y avait le côté où il ne voulait pas qu'on vende la maison, c'était ça, mais non, c'était pas son première maison, il avait vécu ailleurs avant, mais voilà, on a vraiment attendu qu'il soit prêt, parce que je savais que sinon, sans dire qu'on allait au casse-pipe, ça serait quelque chose de subi pour lui, et je n'avais pas envie de mettre cette dynamique-là, et j'avais pas d'urgence, c'était juste une envie, un élan de la vie nomade que je savais pour le coup comment il m'appelait. Pour l'avoir vécu plusieurs mois, le tour du monde, machin, j'en ai parlé longtemps de comment on est arrivé à cette vie-là. Mais voilà, j'ai attendu que mes enfants soient prêts. L'instruction en famille était aussi déjà quelque chose qui roulait, donc ça, c'était pas un problème à avoir avec eux. Et tout ce côté administratif, quel chiant. Ouais, je vais pas le cacher. Même moi, ça me lourde. C'est le truc le plus chiant de la vie nomade, c'est l'administration. Parce qu'on est quand même dans une société où tout passe par l'administratif. Si t'as pas d'adresse, putain, mais qu'est-ce que t'es emmerdé pour tout un tas de trucs, c'est un truc de dingue. Mais ça, du coup, ça s'anticipe avant pour que justement, ça ne nous bouffe pas l'essentiel, ne bouffe pas la vie, qu'on se retrouve pas à gérer des trucs à la con parce qu'on n'y avait pas pensé. Donc là, on n'est pas du tout dans de la théorie, hein. On est dans du concret, dans du pur pratique. Voilà, mon métier, je veux dire, c'est conseillère en économie sociale et familiale. Grosso modo, c'est comment tu vis au quotidien. Quelle que soit ta situation de vie, quelle que soit la transition de vie que tu vas avoir. Et donc, la vie nomade, mais c'est exactement ça. Et mon objectif final, c'est que tu n'aies pas besoin de moi, que tu n'aies plus besoin de moi, que tu partes vivre ta petite vie de nomade en étant super heureux. Il n'y a pas de dépendance, comme des fois avec des coachings on peut avoir, ça revient régulièrement sans cesse. Non, là, on va travailler sur tes besoins, sur tes peurs, sur les outils qui te manquent. Parce qu'il y a ça aussi, je suis pleine de ressources, mais de ressources personnelles, mais aussi de ressources papier, d'outils à te donner pour apprendre à t'organiser, pour t'apprendre à comment communiquer aussi mieux, de comment aussi à faire de l'introspection, pour savoir où sont tes besoins, où sont tes peurs. Bref, tout ce qui permet en fait de lire ton projet en lui-même et de voir une vue dans l'ensemble pour que justement tu puisses être autonome, parce que dans la vie sédentaire, on n'est pas autonome. Je sais qu'il n'aime pas qui entendent dire ça, mais ça n'a rien à voir. Ton autonomie, tu mets l'eau en route, tu as de l'eau qui coule. Tu en auras toujours, hormis fuite ou coupure du réseau. Mais c'est pas toi qui gères ça, c'est pas comme ton électricité, c'est pas comme ta bouffe, c'est pas comme ton itinéraire. Là, tu es tout seul et l'autonomie est la truc la plus importante. Et c'est vraiment l'objectif de mon accompagnement, te rendre autonome. C'est pas un aspect marketing, c'est ma philosophie de métier, c'est ma façon d'accompagner les gens. Voilà, moi je dis toujours, la vie nomade, elle n'est pas complexe, elle est exigeante. Et cette exigence, elle mérite de l'autonomie, elle nécessite de l'autonomie, elle nécessite d'être vraiment acteur dans tous les strass de la vie nomade. Mais pour ça, il faut en avoir conscience, il faut savoir où sont les difficultés et où sont ses propres difficultés. Et à ce niveau-là, on n'a pas tous les mêmes bagages, on n'a pas tous les mêmes ressources, ni les mêmes problématiques.
Je le dis, ce qui est du ressort de l'un n'est pas du ressort de l'autre. Donc concrètement, pour toi, qu'est-ce que ça va changer? Tu vas partir avec un objectif clair, solide, il n'y aura plus de fragilité, tu ne vas pas avoir les problèmes qui vont se révéler en cours de route. Là, il n'y a rien de pire que de se prendre en pleine gueule la réalité du truc. Ok, c'est ultra formateur, mais c'est tout aussi destructeur de devoir tout reconstruire dans l'urgence, de devoir tout refaire en étant en plus dans des fois l'humiliation d'avoir raté, parce que je peux vous garantir qu'il y en a qui, ouais, bah, de toute façon, je te l'avais bien dit, non mais de toute façon, c'était pas pour toi, mais dans quoi tu t'es lancé comme projet, le côté échec personnel qui est difficile à vivre. Donc moi, le but, c'est de tenir. C'est pas de partir. Partir, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Tu as les moyens, tu achètes ton camping-car, allez, tu te casses. Ça, c'est facile. Et ça, c'est ce qu'on te montre. Mais tenir dans la durée, t'épanouir dans la durée, en couple, en famille ou en solo, ça, c'est autre chose. Donc, si tu veux des conseils, il y en a partout. Les réseaux sociaux, les chaînes YouTube, il y a tout ce qu'il te faut. Mais si tu veux une lecture claire, professionnelle, j'insiste, hein, c'est mon métier. Je ne suis pas une nomade, coach nomade. Donc si tu veux une lecture claire de ton projet, accompagnée par une professionnelle avant de lancer ton projet, c'est là que moi j'interviens. C'est ça, mon métier. Accompagner les gens à la vie nomade parce que je suis nomade. Donc je sais exactement tous les écueils qu'il y a et je peux te dire qu'au bout de 10 ans, je les maîtrise. Mais il y a aussi tout le regard professionnel que j'ai. Donc je ne vais pas t'aider à devenir nomade, je vais t'aider à construire ton projet nomade en fonction de tes besoins, de tes difficultés. Voilà, je vais encore me répéter, donc je vais arrêter là, mais je le dis et le répète à l'envi, la vie nomade n'est pas complexe, elle est exigeante et c'est pour ça que j'interviens et que j'ai construit la méthode nomade et tous mes accompagnements. Si tu as besoin de quoi que ce soit, mes MP sont ouverts. Si tu as un projet qui est en route, l'audit stratégique est là pour ça. En 1h30, on regarde ensemble, tac, 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 on voit tout ce qui se passe, tout ce qui tient, tout ce qui ne tient pas. Et à partir de là, on peut travailler peut-être plus aux besoins, ou en tout cas, toi, tu vois un peu plus clair et tu sais que ton projet, il va aller vers la bonne route. Sur ce, je te dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.